Bonjour et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Dimanche en politique. Dimanche en politique, dimanche de shopping également. De nombreuses boutiques ou centres commerciaux sont restés ouverts aujourd'hui, espérant rattraper un mois de fermeture imposé. Le Black Friday reporté d'une semaine et la trêve de Noël vont-ils permettre à l'économie de repartir? On va en parler dans un instant avec nos trois invités. Mais d'abord, on avait très envie de commencer cette émission avec Oscar. Oscar a 3 ans. Le 28 novembre dernier, il a eu l'immense joie de constater que le Père Noël pourrait remplir sa hotte dans les magasins de jouets enfin rouvert, et il était temps. La joie d'Oscar en découvrant ce magasin essentiel pour lui. Oh là là, il faut vite qu'on envoie la lettre au Père Noël alors, hein. T'as vu ça? Pas sûr pourtant que le Père Noël cautionne toute la liste. J'ai commandé ça, et regarde, moi je vais commander qu'il fasse ça. On est sûr de sûr maintenant pour la liste du Père Noël. Dans ce magasin, une institution à Nice, les clients ont répondu présents dès l'ouverture. Bonjour, bienvenue. Une démarche engagée pour soutenir le commerce de quartier. Il faut que les boutiques de proximité restent ouvertes. Important. Pour ça que on a dit aujourd'hui, on vient porter notre soutien et faire des achats. Vous voulez faire marcher un peu les commerçants de la ville aussi, enfin pas forcément acheter sur Internet. On est content et puis tous nos clients sont là et ils nous disent qu'ils sont contents de nous revoir, donc ça fait un grand plaisir, vraiment, vraiment. Au revoir, merci. Une bouffée d'oxygène pour ce gérant, il réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires en fin d'année. C'est le mois le plus important du décembre, donc là il faut que on redouble plus d'efforts et puis que tous les clients puissent avoir leurs jouets. Il faut qu'il y ait du monde au magasin, mais pas trop aussi. La plupart des magasins ouvrira plus tôt le matin, plus tard le soir. Il faudra bien ça pour exaucer tous les rêves d'enfants. Voilà, la liste de Noël d'Oscar risque d'être longue. Moi, j'ai une liste de questions pour nos trois invités. Alexandra Vallée-Tardisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche des Alpes-Maritimes. Hugo Rey, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du centre Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer. Et Michel Palagonia, bonjour. Vous êtes patron de bar et de restaurant, toujours fermé, donc, et président de l'association Nice La Vie, qui a réussi à mobiliser en quelques jours près de 3000 personnes dans les rues de Nice. C'était le 14 novembre dernier. On en reparlera dans un instant. Mais d'abord, je voudrais qu'on fasse un état des lieux. Hugo Rey, ça fait une semaine que les commerces sont rouverts. Est-ce que votre centre commercial a fait le plein de clients depuis une semaine? Le plein, ce n'est pas le mot. En tout cas, on a fait le plein d'oxygène. Les commerçants sont heureux. Ceux qui ont pu ouvrir sont très heureux. Il est vrai que les premiers chiffres sont encourageants, très encourageants après une période aussi particulière que ça, avec peu de visibilité et sans aucune certitude. Donc effectivement, les premiers jours sont très encourageants et même, enfin, je voudrais aussi souligner le fait que les commerçants sont ravis, sont heureux de pouvoir retravailler, reaccueillir leurs clients, retisser le lien qui était extrêmement important auparavant. Ça veut dire qu'on consomme à peu près de la même manière à période équivalente que l'an passé, ou vous sentez qu'il y a un retard à rattraper, ou en tout cas une envie de consommer un peu plus? Alors, il y a effectivement un mois de fermeture qui de toute façon ne sera pas rattrapable. Ensuite, là, les chiffres de ces premiers jours sont intéressants, sont encourageants. Ils sont encore à consolider. Le contexte étant si particulier le rend vraiment incomparable avec la même période l'année dernière, surtout avec le décalage du Black Friday. Qui s'est effectué cette semaine. Donc non, vraiment, on retient un état d'esprit et des premières impressions encourageantes sur ces premiers jours. Vous parliez d'ailleurs de commerces encore fermés, notamment des restaurants. On y reviendra, mais justement, Michel Palagonia, pour vous, c'est pas du tout la même histoire, puisque vous n'avez pas pu rouvrir le 28 novembre dernier. Expliquez-nous quelle est la situation de vos établissements. Vous vivez de quoi aujourd'hui? Et puis la situation aussi des membres de votre association Nice La Vie, qui sont essentiellement des responsables de bars, de restaurants du Vieux-Nice. Eh bien bon, on est fermé, on ne peut pas travailler, donc le moral, ça ne va pas, parce qu'on est quand même des gens qui sommes habitués au lien social, c'est notre métier, à la base, donc ça, nous l'enlève, c'est dramatique pour nous. Pas autant que l'argent, mais oui, je dirais autant que l'argent. Autant que l'argent, on n'a pas les aides qu'il faut, c'est pas vrai, elles n'arrivent pas. Comme je disais tout à l'heure, un adhérent qui doit 27 € de retard de TVA n'a pas le droit de toucher les aides. Ceux qui ont des plans, ils ne touchent pas les aides. Ceux qui veulent rembourser leurs dettes, ils touchent Ceux qui ont des plans de redressement. De redressement.
Ceux qui veulent toucher les aides, ils veulent payer leurs dettes, ils n'arrivent toujours pas à toucher les aides. Ça, c'est pas normal. Alors vous avez une députée justement Voilà. en face de vous. On en a parlé. On va rappeler dans un instant le montant qui a été dépensé dans les Alpes-Maritimes. Mais prenons ce cas concret, 27 €, c'est ça, de TVA non payée. Est-ce que ce sont des situations qui peuvent s'arranger, se débloquer? Alors ce sont des situations qui sont en train de se débloquer. C'est vrai que lors du premier confinement, ça s'est passé comme ça. Nous avons été de nombreux parlementaires à faire des remontées de terrain parce que moi j'ai passé beaucoup de temps à discuter, à échanger avec les habitants de ma circonscription, les professionnels et les restaurateurs. Beaucoup m'ont fait part de ces difficultés-là. Aujourd'hui, on a la garantie que la DGFiP, à partir du moment où il y a bien un plan de recouvrement... Les finances publiques. Les finances publiques, pardon. À partir du moment où il y a bien un recouvrement de la dette qui est en cours, qui est en place, le fonds de solidarité peut être touché. Par contre, c'est vrai, effectivement, que lors du premier confinement, ce n'était pas le cas. Donc, le gouvernement a bien pris en considération cette problématique-là. Et à partir du moment où le restaurateur a vraiment mis en place un plan de recouvrement, même sur plusieurs années, hein, selon le montant, effectivement, de la dette, il pourra et il peut dorénavant toucher le fonds de solidarité. Donc le message surtout, c'est de ne pas faire l'autruche, c'est ça, vis-à-vis des impôts? C'est de se manifester. Même si on n'est pas en règle. Le personnel des finances publiques est parfaitement au courant de la situation. Alors forcément, il faut peut-être un petit peu de mise en place et il faut peut-être appuyer un petit peu. Mais oui, effectivement, il y a maintenant du cas par cas qui se met en place et on essaie de tenir compte de toutes les conditions les plus particulières possibles. Et on voyait à l'antenne justement l'essentiel du dispositif d'aide, donc 10 000 € du fonds de solidarité ou, et c'est la nouveauté, 20% du chiffre d'affaires, un report des échéances de ce fameux prêt garanti par l'État, puis des aides aussi pour les saisonniers et les intermittents jusqu'à 900 € par mois. Quelle enveloppe a été dépensée dans les Alpes-Maritimes? Alors moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que pour que le PGE, donc le plan garanti par l'État, pour les Alpes-Maritimes, aujourd'hui, c'est plus de 18 000 plans, 18 000 prêts qui ont été signés, pour un montant de plus de 2,3 milliards d'euros. Concernant le fonds de solidarité dont on vient de parler, pour la partie uniquement hôtellerie-restauration, c'est plus de 36 millions d'euros depuis le début qui ont été versés. Il faut rajouter aussi, parce que là on parle beaucoup effectivement des aides qui sont mises en place pour les patrons, mais on a également mis en place pour les salariés le chômage partiel. Et dans les Alpes-Maritimes, on a actuellement plus de 220 000 personnes qui ont pu bénéficier du chômage partiel depuis le début de la crise. Est-ce que ça vous rassure, Michel Palagonia, de savoir qu'il y aura quand même une forme de souplesse pour faire en sorte que chacun puisse bénéficier? Puis surtout, cette nouvelle mesure, 20% du chiffre d'affaires. Vous, ça changerait quoi pour vous? Je vais toucher 16 000 € au lieu de 10 000 €. Bien sûr, c'est mieux. Pas assez, mais mieux. Voilà. Mais vraiment, mon cheval de bataille, c'est que tout le monde, que tous les restaurateurs touchent les aides. On ne peut pas en laisser certains sur le côté de la route. C'est impossible. C'est un peu tabou, mais la réalité aussi, c'est que tous les revenus n'étaient pas déclarés, ni pour les propriétaires, ni parfois pour les salariés. Donc forcément, ça fait aussi moins d'aides potentiellement à toucher. C'est une vraie difficulté, notamment pour les serveurs. Les aides, elles sont sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il est là, il est déclaré. Voilà. Les dettes, elles sont contractées. Pourquoi? Parce que c'est un métier saisonnier. Donc on peut comprendre que dans ce métier, on a des problèmes de trésorerie avant saison, etc. Et après, le mythe du patron de bar qui fait du black, c'est fini ça. Faut arrêter. Patron de bar voyou, patron de bar qui fait du black, c'est terminé. Hein? Aujourd'hui, avec les caisses connectées, avec tout le monde en carte bleue, etc., je peux vous garantir que moi, personnellement, dans mes affaires, je suis à 80% de carte bleue. Voilà. Donc le black, et en plus, on n'est quand même pas des demeurés, on en fait quoi du black? Ça sert à rien. Je vais vous laisser répondre. Il y a un sujet aussi extrêmement important concernant les restaurateurs parce qu'on a entendu leur appel par rapport aux problématiques qu'ils avaient avec les assurances. Concernant la fameuse prime, la fameuse prise d'assurance pour les restaurateurs. Actuellement, Bruno Le Maire est en train de vraiment mener une opération de forcing extrêmement importante face aux restaurateurs. S'ils ne gèlent pas cette fameuse prime d'assurance, ils ont jusqu'à lundi. Il y a vraiment, je veux dire, une date butoir qui a été donnée jusqu'à lundi. Si les assurances ne jouent pas le jeu de la solidarité nationale d'ici lundi, nous, les parlementaires, on se saisira du sujet et on votera à l'Assemblée nationale une taxe supplémentaire pour les assurances. Donc le gouvernement aujourd'hui a vraiment entendu l'appel des restaurateurs et met la pression sur les assurances pour que tout le monde joue la solidarité nationale. Parce que pour l'instant, cette pression ne donne pas de résultat. Bruno Le Maire a commencé la pression il y a 2 jours. Alors, non mais jusqu'à présent, dans la première période de confinement, les assureurs n'ont pas tous joué le jeu. Tout à fait. Michel Palagonia, on l'a vu là à l'image il y a un instant, cette manifestation que vous avez réussi à mobiliser donc en quelques jours, je disais 3000 personnes dans les rues de Nice. Vous me disiez,
Il y avait évidemment les restaurateurs, les patrons de bar, mais pas seulement. Non, il y avait les artistes. Qui se produisent dans vos établissements. Qui se produisent dans les établissements et dans les autres. Les intermittents du spectacle. Il y avait surtout des artistes et des intermittents du spectacle. Oui, ça veut dire aussi, et c'était votre message, qu'il y a toute une chaîne de travail derrière qui dépend. On a parlé aussi dans nos éditions régionales des grossistes de restaurants. Moi, mon marchand de bière, il est vide, zéro. Il a, je ne sais pas combien de camions, je ne sais pas combien de chiffre d'affaires, je ne sais pas s'il touche des aides, je ne pense pas. Toute la chaîne qui va avec un restaurant, c'est tout. C'est l'informaticien, c'est le gars qui fait de la com, c'est les fournisseurs, c'est les gens qui font le ménage. C'est beaucoup derrière un restaurant, il y a 20 entreprises qui vivent derrière. Et dans les centres commerciaux, Hugo Rey, on imagine évidemment que les grandes enseignes ont les reins plus solides, mais il y a aussi, et c'est la particularité d'ailleurs du Polygone Riviera, pas mal d'indépendants. Comment ça se passe et pour justement notamment leur permettre de payer les loyers? Est-ce que vous avez aménagé des dispositifs d'aide? Est-ce que vous avez reporté, réduit, notamment pour le paiement des loyers, qui était une vraie question au Polygone même avant la crise? C'est-à-dire qu'il y avait cette question du prix des loyers et des indépendants qui avaient dû fermer. Effectivement, et alors ça a été surtout visible lors du premier confinement, où on a eu une politique très claire, tout d'abord auprès des TPE, pour qui on a offert les 2 mois de loyer correspondant aux fermetures administratives, puis après pour les autres enseignes, c'est surtout du cas par cas et de la discussion avec nos partenaires, situation par situation, parce que la situation est extrêmement différente, pour le coup, d'un commerçant à l'autre, et elle ne peut pas être réglée, je pense, d'un principe général. Et pour le second confinement, on en parlait avec Madame la députée, on étudie actuellement les propositions du gouvernement en matière d'allègement fiscal qui peuvent nous permettre... Pour les bailleurs, donc pour vous. Pour les bailleurs, qui peuvent permettre d'accompagner nos locataires, parce qu'effectivement, nous on a un seul intérêt, c'est que nos commerçants aient bien, qu'ils fassent vivre nos centres commerciaux. Et donc c'est une démarche globale. À tous les trois, c'était une bonne idée qu'on reporte le Black Friday. Est-ce qu'il faudrait aussi reporter les soldes? C'est fait. Ça a été annoncé. Les soldes sont reportés et sont reportés à la date d'ouverture des restaurants. Mais c'est une bonne disposition pour vous? Je pense que les deux décisions n'ont pas été faites dans le même but. Celle de décaler le Black Friday permettait l'ouverture des commerces et de justement ne pas avoir un afflux dès le premier jour de réouverture des commerces. Donc oui, c'était une excellente idée. Et d'ailleurs, moi, je salue mes commerçants et les autres qui ont joué le jeu et qui n'ont pas joué justement à essayer de se tirer dans les pattes. Et donc le Black Friday a commencé finalement ce vendredi-là et pas celui de la semaine passée. Et le décalage des soldes, en revanche, lui, répond plus, je pense, à un besoin de trésorerie, un besoin de... Il y a les stocks à écouler également, puisque les magasins ayant été fermés, j'allais dire, tout le monde avait fait ses stocks. Vous les avez fermés lorsqu'ils avaient à peine fait rentrer le stock de la collection automne-hiver. Et ça, le décalage répond à une demande des confédérations de commerçants qui... je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Alors, je voudrais qu'on s'arrête maintenant sur une image de nos confrères de La Provence. Ils ont filmé une file d'attente devant un grand magasin le jour de sa réouverture, dans un centre commercial marseillais. Vous allez le voir et on va avoir le temps de discuter, puisqu'on en a pour 1 minute 50 d'une interminable remontée à contre-courant de cette file d'attente. On a l'impression d'ailleurs qu'elle ne s'arrêtera jamais. Hugo Rey, on a vu d'ailleurs des files d'attente pas aussi importantes, mais équivalentes aussi devant la même enseigne au Polygone Riviera. On fait comment pour juguler ces flux et pour concilier rush de Noël et impératif sanitaire? Alors, sur ces images-là, j'aimerais juste souligner ce qu'elles veulent vraiment dire. Ce qu'elles veulent dire, c'est que dans l'enseigne ou dans le magasin, il y a effectivement un contrôle de la jauge qui est strict, auquel cas on n'aurait pas... une file interminable de personnes. Donc c'est une bonne nouvelle. Et il faut préciser aussi, parce qu'on le voit sur les images, que la distanciation semble respectée. Oui, les gens sont masqués et les rideaux sont encore baissés, donc probablement qu'ils sont là même avant l'ouverture et que dans le magasin, pour l'instant, il n'y a personne. Mais donc, voilà, des files de personnes témoignent en fait que la jauge et les mesures sanitaires sont appliquées dans les enseignes. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, effectivement, dans ces files, il faut que la distanciation soit respectée, il faut que le masque soit respecté. À Polygone, c'est le cas. Ou en tout cas, nos effectifs de sécurité, nos équipes de sécurité s'y attellent. On les a doublés pendant cette période, et ce jusqu'aux fêtes de fin d'année, justement pour répondre aux besoins de sécurité sanitaire, de sécurité tout court. Aussi parce qu'on se fait fouiller le sac, en effet, donc il y a aussi cet impératif-là à gérer. Ouais.
Donc ça, c'est la première chose, mais qui est importante, parce que c'est presque une bonne nouvelle de voir des gens qui attendent devant les enseignes. Ça veut dire que dans le magasin, l'achat peut se faire de manière sécurisée, si vous voulez. Et enfin, après juguler des flux, ça on sait le faire, c'est la force des centres commerciaux, dont on a la maîtrise des portes et de notre périmètre. Et à Polygone, on a un outil informatique qui compte en temps réel le nombre de personnes présentes dans le centre. On a une jauge qui répond justement aux demandes gouvernementales, donc d'une personne tous les 8 mètres carrés sur la surface de vente. Et on a des seuils, donc 70, 85%. Et à partir de ces seuils-là, il y a des scénarios de gestion de flux. Donc vous fermez le parking, on pourrait limiter le nombre d'entrées, se mettre à réguler le nombre de personnes qui rentrent dans le centre, faire entrer lorsque certaines sortent. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles grâce à des outils informatiques. Ça voudrait dire qu'on pourrait, par exemple, interdire l'accès au centre commercial sans même que les parkings soient complets, ce qui arrive pendant les périodes de Noël. Par exemple. Oui, d'accord. Alexandra Valetta-Ardisson, vous savez comment on surnomme notre pays depuis qu'un journaliste allemand s'est penché sur notre gestion de crise? Non, allez-y. L'Absurdistan. Vous avez dû entendre ce mot-là. Est-ce qu'il y a une logique à faire patienter en milieu clos, comme on l'a vu sur ces images, des centaines de personnes pour qu'au final, il n'y ait que 8 mètres carrés, qu'une personne ou une unité familiale pour 8 mètres carrés? Est-ce qu'il y a une logique à faire patienter ces gens-là dans cette file d'attente interminable? On voit, et c'est ce que disait très bien le directeur de Polygone, c'est que les gens attendent à l'extérieur, j'allais dire, des centres commerciaux et des magasins. On a dans les magasins des commerçants qui sont extrêmement responsables et respectueux des précautions sanitaires. Si après les gens vont s'entasser d'eux-mêmes à l'extérieur, c'est compliqué pour des responsables de magasins ou de centres commerciaux de faire appliquer certaines règles à l'extérieur de leur centre. Moi, j'en appelle aussi à la responsabilité des gens. À partir du moment où vous allez devant un centre commercial et que vous voyez qu'il y a une queue pour rentrer à l'intérieur, peut-être aller faire d'autres courses ailleurs dans un magasin où il y a peut-être moins de monde ou moins de files d'attente, mais ne restez pas vous-même agglutinés à attendre que ce soit votre tour pour passer. Mais est-ce que c'est pas un effet de on ouvre, on ferme, et donc comme un jeu d'accordéon, on peut pas faire ses courses et puis on est très nombreux à les faire et puis on peut plus les faire et puis on revient de nouveau très nombreux devant l'enseigne? C'est un climat et un contexte qui est particulier. Il faut qu'on s'adapte tous. Les commerçants s'adaptent. Je pense que nous aussi, il faut qu'on adapte notre manière de fonctionner, de voir et de faire les choses. Et peut-être que si on a l'habitude d'aller faire nos courses le samedi, il faut peut-être qu'on essaye de s'organiser différemment le reste de la semaine pour s'y rendre. Je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui en appeler à la responsabilité de tous. On a des commerçants qui jouent le jeu. On a des restaurateurs qui attendent leur ouverture et qui du coup ne peuvent pas comprendre peut-être des files d'attente comme ça. Donc vous dites quoi quand vous voyez ces images? C'est pas ce qui me dérange le plus. On ne peut pas empêcher les gens de sortir, on ne peut pas empêcher les gens. Effectivement, c'est aux responsables de magasins, ils font leur travail. Ce que font les gens dehors, ce n'est pas leur responsabilité. Je suis désolé. Je me permets juste de rebondir. Il y a d'autres choses qu'on met en place, effectivement, pour essayer d'accompagner nos visiteurs. On a étalé et élargi les horaires d'ouverture du centre, justement, pour essayer de leur proposer plus de choix, venir plus tôt le matin, plus tard le soir. Et puis après, on a fait appel aussi à certaines innovations. Je pense qu'on parlera du click and collect plus tard. On peut en parler maintenant. Mais il y a également une autre chose qui est assez intéressante, et notamment à Polygone. Donc il se poursuit. Alors le click and collect, en bon français, c'est je clique et je viens retirer. Ouais. Voilà. Ça se poursuit au Polygone, ça reste malgré tout marginal. Est-ce que par exemple pour les indépendants, c'est compliqué de numériser tout son stock et d'être présent sur Internet? C'est compliqué, mais ça se fait. Et d'ailleurs, je les salue, ceux qui ont réagi, et ceux sur le click and collect, mais de manière générale. Cette période a montré la résilience de nos commerçants de Polygone, mais d'ailleurs, franchement, je pense que c'est le cas partout, et c'est admirable. Effectivement, le click and collect continue, se poursuit, c'est une tendance de fond. À Polygone, on a également développé autre chose. On a développé une application, ou plutôt une fonctionnalité de notre application, sur laquelle vous pouvez prendre rendez-vous chez le commerçant de votre choix sur un créneau qui vous sera réservé. Et de ce fait, vous pouvez à distance réserver un créneau à 9h30, 10h le matin, et donc éviter les files d'attente dont on parlait. Et alors, puisqu'on parlait d'imagination, justement, est-ce que pour les restaurateurs, on ne pourrait pas imaginer qu'ils soient ouverts, mais réservés à des unités familiales? Puisque dans les magasins, on peut rentrer en famille dans 8 mètres carrés. Est-ce qu'on ne pourrait pas permettre à des familles de venir au restaurant et de réserver ces tables uniquement pour
voilà, un foyer familial qui de toute façon mange tous les soirs ou tous les midis à la même table. En théorie, aujourd'hui, les restaurateurs sont ouverts et vous pouvez très bien, beaucoup font à emporter, et donc c'est quelque chose qui est possible. De là, après, à permettre à certaines catégories de personnes de rentrer à l'intérieur pour manger, je ne suis pas certain que ce soit ça rentable. Aujourd'hui, certaines aides peuvent être données aussi parce qu'il y a des seuils et des quotas de chiffre d'affaires qui sont réalisés et pas réalisés. Je ne suis pas certaine, mais monsieur pourrait en parler nettement mieux que moi, je ne suis pas certaine que ça serait rentable pour lui d'ouvrir ces établissements juste pour 10 personnes. Je ne suis pas certaine de la chose. C'est une fausse bonne idée. Où on ouvre vraiment, c'est ça. Ou on n'ouvre pas. Parce que déjà, comment vous faites dans un bar, dans un restaurant, à garder les 8 mètres carrés, c'est impossible. Non. Et le couvre-feu. Parce que si on doit ouvrir le 20 janvier et fermer à 21h... Oui, pour les pubs, c'est pas possible. C'est pas la peine. Et il faut tenir compte qu'il nous faut encore 2 ans pour nous rattraper de cette année perdue. Parce que nous, on a subi le confinement avant, à cause du couvre-feu. Le fait de fermer à 21h, ça fait moi, mon établissement, je ne l'ouvrais pas. Donc j'étais déjà confiné, tout va bien. Terminé. Les restaurants, ça allait encore, mais perdaient un service. Alors les bars, ils ont perdu 90% de la clientèle. Parce que vous n'allez pas dans un bar pour aller vous coucher à 8h30, c'est pas possible. Parce que nous, à 20h30, il fallait qu'on mette les gens dehors. Donc, il faut tenir compte, les aides, il faut qu'elles continuent, même après l'ouverture. Parce qu'à l'ouverture, on ne gagnera pas d'argent. On gagnera en moral, le moral ira mieux, mais financièrement, on n'ira pas mieux, ça c'est sûr. Je voudrais revenir sur la numérisation des petits commerçants. C'est un réel enjeu, je pense, de société pour l'avenir. Moi, j'ai croisé de nombreux commerçants qui ont réouvert, mais qui continuent à faire le click and collect. Le gouvernement a vraiment mis en place des mesures pour inciter à ça. Il y a 20 000 € qui sont offerts, enfin qui sont donnés, j'allais dire aujourd'hui, aux collectivités qui veulent mettre en place sur le périmètre de leur commune un système de e-commerce de proximité. Et ces 20 000 € peuvent être complétés de 40 000 € sur 20 ans. Nice l'a fait, par exemple, pour mettre en place de la formation et aussi des diagnostics sur les petits commerces. Donc il y a vraiment, je veux dire, on a un gros enjeu, on parle beaucoup des grosses plateformes, des gros monstres du numérique et autres. Il y a un réel enjeu, je pense aussi, pour nos petits commerçants d'aller vers la numérisation et de moderniser un petit peu leur mode de fonctionnement. Et on va voir en image que finalement le click and collect, ça n'est pas si compliqué que ça. Une de nos équipes avait suivi en effet dans un centre commercial. À l'époque, les magasins étaient fermés, mais cette pratique est toujours maintenue. Voilà, on va voir comment ça va se passer en image. Et bonjour. Donc c'est toutes les commandes. Voilà les commandes pour le e-shop de ce matin. Super. Merci beaucoup. Passez une excellente journée, au plaisir. Bientôt, au revoir. Les bras chargés des dernières commandes, Hugo Lutenauer fait la navette tout au long de la journée entre les magasins participants et la zone de stockage de la plateforme Click and Drive. Donc là, je vais aller valider la commande sur mon back-office. Le client va avoir un mail comme quoi sa commande est disponible. Auparavant, le client a réservé sur le site internet My eShop de Cap 3000. Contrairement au Click and Collect classique, on y trouve les produits de nombreuses enseignes. Vous avez du lifestyle, vous avez de la pharmacie qui est présente, vous avez les cadeaux, les jouets, de la mode, de la décoration. L'avantage pour le client, c'est vraiment un gain de temps. Donc, il peut tout retrouver, vraiment toutes les marques et construire son panier. Il n'est pas obligé d'aller sur plusieurs sites. Vraiment, tout est regroupé sur un seul site. L'étape suivante consiste à apporter les achats aux clients directement dans le parking. Bonjour madame, alors voici vos commandes. Super, merci beaucoup. Un simple coup de téléphone suffit pour convenir d'un rendez-vous. Merci beaucoup madame, à bientôt. Voilà, Hugo Ray, donc on le disait, dans votre centre commercial aussi, ça existe. Le polygone, dont le concept même était d'offrir autre chose que simplement du shopping. Dans votre dossier de presse, on peut dire plus qu'un simple instant shopping. C'est un moment de vie à part entière que propose le polygone Riviera à ses visiteurs. Loisirs, détente, gastronomie, en famille, en amis, entre amis et en famille. Là, sans restaurant, sans cinéma, il manque plusieurs côtés à votre polygone. Non, il est un peu bancal, là. Il n'est pas du tout bancal. Effectivement, et temporairement, je l'espère, les restaurants sont fermés, les cinémas sont fermés. Les salles de sport aussi, vous me disiez. Les salles de sport sont fermées, mais c'est temporaire. On n'assiste absolument pas à une crise de la restauration, une crise du loisir. Donc, aucune inquiétude dès lors qu'on pourra réouvrir ces activités-là. Et en attendant, ce n'est pas le seul atout du centre. Vous l'avez cité, je pense qu'un moment à Polygone est un moment extrêmement agréable, qui ne se répète pas ailleurs, qu'on ne peut pas se répéter ailleurs. Les enseignes sont différentes. On a des enseignes exclusives qu'on ne retrouve qu'à Polygone Riviera. Et puis on rentre maintenant dans la période de Noël. Et les événements sont pour nous quelque chose d'extrêmement important. Et depuis l'ouverture du centre, des événements on n'en fait pas pour des raisons sanitaires. Néanmoins, toute la magie de Noël, l'ambiance de Noël, ça je vous garantis que vous pourrez la vivre et de manière assez exceptionnelle à Polygone, avec des spectacles lumineux, des musiciens et toute une ambiance qui sera, je pense, qui fera beaucoup de bien dans ces moments-là.
Vous faites mieux que votre dossier de presse, là. Michel Palagonia, que vous disent les commerçants du Vieux-Nice qui ont pu rouvrir mais voilà, quand on va se balader à Nice, c'est aussi pour aller au restaurant, au bar. Est-ce qu'il leur manque ces locomotives-là? C'est un écosystème, en fait. Exactement. Venez dans le Vieux-Nice, c'est désert. Les quelques boutiques qui ouvrent, ils ne font rien, ils ne travaillent pas, parce qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas à Vieux-Nice, c'est majoritairement des restaurants, des bars. Donc personne ne va dans le Vieux-Nice. Donc, ils sont ouverts, mais ils ne doivent pas faire gros chiffres, non? Alors, on a commencé cette émission avec le petit Oscar, 3 ans, et ses cadeaux de Noël. On va la terminer avec un calendrier des commerçants du pays de Fayence. Changement d'ambiance, les commerçants ont accepté de poser nus. Eux qui se disent à poil, mis à poil, vous le voyez, par le gouvernement après un mois de fermeture. Chaque calendrier va permettre de récolter 10 € qui seront reversés aux commerçants, évidemment en difficulté. Alexandra Valletta-Ardisson, vous la recevez comment, cette initiative ? Je vais la prendre comme une initiative artistique. Ce qui est important de dire, je trouve, c'est que lors du premier confinement, le gouvernement a mis en place des mesures d'aide. Ces mesures n'ont eu de cesse d'évoluer grâce au mouvement, j'allais dire, et aux remontées de terrain qu'on a pu faire. Aujourd'hui, est-ce que la situation est satisfaisante? Forcément non, puisqu'on a encore des commerçants qui sont fermés et qui souffrent. Mais je peux vous assurer que quand vous faites aujourd'hui un benchmark par rapport à tout ce qui se passe dans les autres pays, un comparatif, par rapport à tout ce qui se passe dans les autres pays européens et autres, moi je suis aujourd'hui soulagée de vivre cette période-là en France et pas dans un autre pays. Michel Palagonia, un calendrier des commerçants du Vieux-Nice, nu, vous seriez prêt? C'est vrai? On est déjà en train d'y réfléchir. Donc il sera peut-être en vente pour les fêtes de Noël? Just. Hugo Rey, je vous pose la même question, un calendrier du Polygone. Nous, on n'y pensait pas, mais peut-être que pour Noël, ce sera bon. Je vous remercie en tout cas à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Évidemment, la réouverture des commerces, des restaurants, des bars, on en reparlera évidemment au-delà de la date du 15 janvier et surtout du 15 décembre et surtout du 20 janvier. Dans un instant, c'est votre flash d'info régionale. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de Dimanche en politique. À très vite sur France 3.